La situation de guerre entre Israël et l'Iran au Moyen-Orient ouvre un nouveau front dans la déstabilisation des relations internationales et dans la déconstruction de ce qu'il reste de l'idée d'un monde régi par des règles. Et j'entends par là évidemment un ensemble imparfait avec des règles mal appliquées depuis 1945, a fortiori depuis 1991, mais d'un ensemble basé sur des principes, sur des idées, voire sur un idéal vers lequel l'immense majorité des pays du monde a assuré vouloir tendre pendant plusieurs décennies. Alors pourquoi est-ce que je parle de cela sur une chaîne consacrée à l'Ukraine et à la région de la mer Noire? Ce n'est pas du tout pour tenter une comparaison entre les conflits en Ukraine et les conflits au Moyen-Orient, qui sont des situations très spécifiques avec leurs raisons et leur logique propre, mais c'est d'abord et avant tout pour mettre en lumière les quelques passerelles qui existent entre ces deux conflits et la manière dont le conflit au Moyen-Orient va influer directement ou indirectement sur la guerre russe en Ukraine. Et dans le cadre de ce petit effort d'analyse, on va aussi mettre en exergue les différences de traitement entre les deux conflits, le fameux double discours. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo qui est donc un petit essai d'analyse de la déflagration au Proche et au Moyen-Orient à travers un prisme ukrainien, à travers un prisme mer Noire. Parce que ici, en Ukraine, on regarde évidemment de très près ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas forcément par intérêt sincère pour des questions de relations internationales. Moi, je connais l'Ukraine depuis un certain temps et je n'ai jamais constaté une attention particulière pour d'autres conflits dans le monde. Ça s'explique par des considérations à la fois historiques, économiques, mais aussi politiques. L'Ukraine a à peine eu le temps de trouver sa place sur l'échiquier mondial après son indépendance en 1991, qu'elle a elle-même été affectée par un conflit à partir de 2014. Mais toujours est-il que le Proche et le Moyen-Orient se sont imposés au cœur des préoccupations ukrainiennes à partir du 7 octobre 2023. Parce que très rapidement, en conséquence du massacre perpétré par le Hamas et des réactions de plus en plus disproportionnées menées par Israël, l'attention politique et médiatique qui était jusque-là focalisée sur l'Ukraine a été détournée. Et c'est à partir de ce moment-là, en plus l'Ukraine sortait tout juste de sa contre-offensive manquée de l'été 2023, qu'une certaine partie des ressources, notamment américaines, mais aussi des programmes humanitaires de l'ONU, ont été redirigées de la région de la mer Noire vers le Proche-Orient. Ce serait évidemment indécent de dire qu'il y a une concurrence entre ces guerres ou de tenter d'établir une hiérarchie des souffrances. Et encore une fois, ce sont des situations très différentes, très spécifiques. Mais ce que je veux dire ici, c'est que ces conflits s'influencent l'un l'autre, ne serait-ce qu'à travers la répartition des ressources dont j'ai parlé, ou tout simplement l'allocation du temps d'attention disponible de nos décideurs politiques et de nos opinions publiques. Puisque tel qu'on le voit ces dernières années, à la fois l'Ukraine et le Proche-Orient sont deux conflits qui ont un potentiel de déstabilisation systémique à l'échelle mondiale, à travers les forces en présence, à travers les jeux d'alliance, à travers les enjeux économiques, énergétiques, alimentaires dans le cas de l'Ukraine. Ce sont des configurations qui pèsent très lourdement sur les équilibres et les déséquilibres mondiaux. Et ça beaucoup plus que d'autres conflits en cours. Encore une fois, je ne tente pas ici de hiérarchiser les souffrances, je parle juste en termes géopolitiques. Et dans ce sens-là, on ne peut pas voir à la fois la guerre russe en Ukraine ou le conflit au Moyen-Orient comme des conflits mondiaux, mais en tout cas comme des conflits mondialisés. Et j'emploie ici une formule du géopolitologue Pieraski que je trouve très pertinente pour traduire la portée systémique de ces conflits. Et donc pour l'Ukraine, si on revient à ce prisme ukrainien, à ce prisme mer Noire, le premier impact de l'explosion de violence au Proche-Orient à partir de 2023, donc entre Israël, Gaza, Cisjordanie, Liban et évidemment le Yémen aussi, c'est d'abord et avant tout une distraction des partenaires et des alliés de l'Ukraine et un détournement des ressources disponibles. Et cette logique, elle s'applique encore aujourd'hui puisque on l'a vu ces dernières semaines avec la décision américaine de rediriger des milliers de systèmes de défense anti-aérienne de l'Ukraine vers les bases américaines au Moyen-Orient. Et ça évidemment, on a compris a posteriori que la décision du Pentagone de Pete Hegseth était motivée par l'imminence des frappes israéliennes sur l'Iran. Et je pense bien que cette logique, elle va se matérialiser encore plus dans les jours qui viennent, avec des annonces de réallocation de ressources américaines depuis la région de la mer Noire, depuis le flanc est de l'OTAN vers le Moyen-Orient. Pourquoi est-ce que j'en suis relativement persuadé? C'est parce que ça s'inscrit dans un désintérêt marqué de Donald Trump pour la question ukrainienne qu'il n'arrive pas à régler parce qu'elle est trop compliquée. Même si évidemment
évidemment, il y a quelques nuances, puisque dans un des derniers posts de Donald Trump sur Truth Social, il a expliqué avoir longuement parlé à Vladimir Poutine de cette situation au Moyen-Orient, et le Russe lui a confié son désir ardent d'y mettre fin, ce à quoi l'Américain lui aurait répondu que lui aussi aimerait bien mettre fin à sa guerre, à la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine. Je crois que c'est une des premières fois que Donald Trump fait référence à cette guerre comme à la guerre de Vladimir Poutine, et non pas comme à la guerre de Joe Biden, ou juste à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et en fait, on ne sait pas s'ils se sont effectivement dit ça, on ne sait pas si Donald Trump l'a dit ou s'il l'a écrit a posteriori, mais en tout cas le simple fait qu'il le poste, ça trahit le double discours russe qui veut terminer un conflit au Moyen-Orient tout en continuant son agression en Ukraine, qui déchaîne un enfer de bombardements sur les villes ukrainiennes quasiment chaque soir depuis l'automne 2022, tout en déplorant les pertes civiles iraniennes suite à des frappes israéliennes sur des villes paisibles, ce qui est évidemment tout à fait vrai, c'est pas la question, mais c'est juste que quand on cite le droit humanitaire pour déplorer la mort de certains civils, il faut aussi l'appliquer à l'ensemble des victimes civiles de conflits, notamment quand c'est sa propre armée qui les provoque. Bon, même si Donald Trump a effectivement compris quelque chose à cette posture russe, je ne pense pas du tout que ça se traduise par des effets concrets dans sa politique vis-à-vis de l'Ukraine, puisque d'une part, lui avait mentalement abandonné ses efforts de médiation il y a déjà quelques semaines, que maintenant l'administration Trump est distraite, elle est focalisée sur le Proche et sur le Moyen-Orient, et dans un de ses derniers posts sur Truth Social, Donald Trump a assuré qu'il pouvait ramener la paix au Moyen-Orient, comme il l'a ramené entre l'Inde et le Pakistan, et pour se présenter comme un grand faiseur de paix, il a rappelé ses efforts de médiation entre le Kosovo et la Serbie, ou entre l'Égypte et le Soudan, même si ce ne sont clairement pas ses succès personnels, mais en tout cas il les revendique comme tels, tout en assurant ne jamais avoir voulu s'en attribuer le mérite. Bon, ça c'est du Trump tout craché. Et toujours est-il que dans ce poste où il se positionne comme un grand faiseur de paix, il ne parle pas d'Ukraine, et c'est très révélateur. Ce désengagement du président américain et des États-Unis en règle générale, il contribue à réduire l'importance géopolitique de la guerre russe en Ukraine, à régionaliser ce conflit, puisque en 2022, 2023, 2024, l'implication très marquée des États-Unis faisait de ce conflit un théâtre d'affrontement entre la Russie et les États-Unis, entre la Russie et l'OTAN, et donc ça lui donnait une dimension globale, alors que là, ça devient de plus en plus un conflit européen, un conflit très régional. Évidemment, on ne connaît pas encore la fin de l'histoire, mais pour l'instant, c'est un cheminement inverse de ceux des deux guerres mondiales, où ça avait commencé comme des conflits européens, comme des conflits régionaux, et qui s'étaient mondialisés par la suite. Et pendant que la guerre russe en Ukraine risque d'être réduite à un rang de conflit régional, le conflit au Moyen-Orient donne la possibilité à la Russie de revenir sur le devant de la scène en tant que médiateur, en tant que grande puissance géopolitique, puisque Donald Trump assure qu'il aimerait bien que Vladimir Poutine prenne part à la médiation entre l'Iran et Israël, ce qui reviendrait à normaliser le rôle de la Russie dans les relations internationales, et ça serait un point de rupture de plus par rapport à l'attitude des Occidentaux, donc des Américains et des Européens, depuis 2022. Évidemment, la Russie n'a jamais été totalement isolée, loin de là, mais elle a quand même été coupée d'une partie de la direction des affaires du monde à travers ce boycott occidental. Un autre effet de la guerre au Moyen-Orient sur la situation en Ukraine et dans la région de la mer Noire, c'est la flambée des prix du baril de pétrole qui est revenue ces derniers jours au niveau de janvier-février, quand le cours mondial avait commencé à baisser à cause de la politique du Drill Baby Drill de Donald Trump, et ce qui avait lourdement handicapé la Russie qui recevait des rentrées financières bien moindres que escomptées dans le budget 2025. Là on voit que la flambée des cours du pétrole, elle est due non seulement aux inquiétudes sur les marchés dans une région stratégique pour les approvisionnements énergétiques, mais aussi à cause de destructions concrètes. Par exemple, il y a une raffinerie iranienne qui est partie en flammes hier suite à une frappe israélienne, et donc plus ce conflit se prolonge et plus les cours du baril du pétrole peuvent remonter et donc favoriser la Russie qui va en recevoir beaucoup plus d'argent. D'un autre côté, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a rien de manichéen, il n'y a rien de blanc et noir dans cette situation vue par un prisme ukrainien, puisque l'Iran est un allié de la Russie, et donc tout ce qui affaiblit l'Iran peut par effet de domino affaiblir la Russie. Par exemple, au premier jour des frappes israéliennes, le général iranien Amir Ali Hajizadeh a été tué, et non seulement c'est un haut gradé qui avait joué un rôle prépondérant dans une attaque iranienne contre un avion ukrainien civil en 2020, qui avait été abattu lors de son décollage de l'aéroport de Téhéran et qui avait provoqué la mort de 176 personnes, mais en
plus, le général Amir Ali Hajizadeh avait joué un rôle très actif dans la livraison des premiers Shahed à la Russie à partir de la fin 2022. Et il avait d'ailleurs été placé sous sanction par l'Union européenne précisément pour cette raison. Et donc dans le cadre de la guerre russe en Ukraine, la mort de ce général iranien est une bonne nouvelle pour l'Ukraine. De la même manière, on a vu une usine de production de drones Shahed en Iran qui a été touchée par une frappe israélienne. Ça, c'était visiblement hier, dimanche 15 juin. Ce qui fait qu'on commence à parler de certaines livraisons iraniennes qui étaient destinées à la Russie, qui seraient pour l'instant suspendues. Donc évidemment, on sait que la Russie a récupéré les licences des drones Shahed et qu'elle a développé ses propres sites de production en Russie et qu'elle a modernisé les designs des drones. Mais il y a toujours certains composants et certaines pièces détachées qui venaient d'Iran et ça pourrait être potentiellement des livraisons qui seraient suspendues et qui pénaliseraient la Russie. Et donc, plus Israël détruit de cibles militaires en Iran, et mieux c'est pour l'Ukraine mathématiquement. Et donc, on le voit, il y a des conséquences, qu'elles soient directes ou indirectes, de la situation au Moyen-Orient sur celle dans la région de la mer Noire. Avec en toile de fond, et je reviens à mon idée initiale, la déconstruction de ce qu'il restait de cette idée d'un monde régi par un droit international. Ce qui est très important dans le contexte ukrainien puisque ça invalide en partie un des arguments de Kiev pour s'assurer un soutien international le plus large possible. Puisque depuis 2014, l'Ukraine tente de se référer à des organisations multilatérales, à des organisations internationales pour régler ses différends avec la Russie. Et ça, que ce soit sur des questions territoriales, sur des questions énergétiques, sur des questions de circulation maritime, ou encore sur des questions de droits de l'homme. Un des grands arguments de Kiev depuis 2014, et évidemment exacerbé depuis 2022, c'est de se mobiliser pour préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine, afin de préserver l'intégrité de la Charte des Nations Unies et des principes fondateurs du droit international. Ce qui justifie les recours auprès de la justice internationale pour tenter de juger le crime d'agression, les crimes de guerre, les potentiels crimes contre l'humanité, et ce qui a justifié le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale à l'encontre de Vladimir Poutine, ou encore ce qui est en train de justifier la création d'un tribunal spécial au sein du Conseil de l'Europe. Avec toujours cette idée qui est mise en avance avec persistance par les Ukrainiens, que la justice internationale peut être l'arme des faibles, elle peut permettre de faire valoir les droits des plus faibles face à l'agression d'un plus fort. Ça, c'est l'argumentaire ukrainien, mais au Proche et au Moyen-Orient, personne ne se bat au nom du droit international, hormis les Palestiniens. Et surtout pas la puissance dominante de la région, c'est-à-dire Israël et ses soutiens dans l'administration Trump. Et puis, quant à ceux qui en parlent du droit international, j'ai déjà mis en lumière le double discours des Russes. On voit aussi qu'ils se sont réclamés de la Charte des Nations Unies pour condamner les premières frappes israéliennes sur l'Iran. Évidemment, quand on voit ça, on lève les yeux au ciel après le crime d'agression de la Russie contre l'Ukraine, pour ne citer que celui-là. Les Européens ne sont pas beaucoup plus droits dans leurs bottes puisqu'ils mettent en avant un droit d'Israël à se défendre alors que c'est Israël qui a attaqué en premier en vertu d'une guerre préventive qui n'est pas un concept reconnu par le droit international. On a aussi vu comment des forces armées britanniques, françaises ou autres, notamment en octobre 2024, se sont impliquées directement pour abattre des missiles iraniens qui volaient vers Israël alors qu'ils se refusent à abattre des missiles russes qui volent vers l'Ukraine. Donc en termes de double discours et de faux semblants, il n'y en a vraiment pas un pour rattraper l'autre. Ce qui fait que non seulement cette guerre au Proche et au Moyen-Orient éclipse la guerre russe en Ukraine sur notre carte mentale des priorités du jour, mais en plus cette situation contribue à diminuer la portée des arguments visant à préserver l'intégrité du droit international. Puisqu'on voit que les puissances qui sont impliquées au Moyen-Orient n'en ont pas grand-chose à faire du droit international, elles se réfèrent plus à la réalité du rapport de force. Et ça donc, ça contribue encore un peu plus à réduire la dimension globale du conflit en Ukraine, à l'européaniser, à le régionaliser, voire même à le provincialiser, et ce qui pourrait réduire encore un peu plus par à coup la dimension des questions de droit international au seul continent européen, comme si le droit international n'était en fait qu'une question pour les Européens. Donc voilà, je m'arrête ici parce que j'ai déjà été suffisamment long. Je voulais vous livrer ce petit exercice d'analyse en mettant en correspondance ces deux conflits, donc non pas conflits mondiaux, mais conflits mondialisés, et pour tenter de distinguer quelques-unes des conséquences de cette situation sur la guerre russe en Ukraine. On aura probablement l'occasion d'y revenir. En tout cas, pour l'heure, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je file et je vous retrouve très vite.